Toute l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV, avec le soutien de Bliblablo de Net+, FMV, Force Motrice Valaisanne, et les banques Raiffeisen du Valais Roman. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la 11e émission de l'Après-Ski, l'émission qui décortique l'actualité du ski alpin. Et avec nous ce soir, Maximilien Drion du Chapois, le plus valaisan des Belges, puisque cela fait plus de 15 ans qu'il habite à Vercorin. Il occupe actuellement la 2e place du classement général de la Coupe du Monde de ski alpinisme. Salut Maximilien. Salut. Et avec nous également, il fait l'honneur d'être présent avec nous ce soir, l'ex-monsieur Patrouille des Glaciers, désormais également ex-monsieur Coupe du Monde de Crans-Montana, c'est Marius Robir. Salut Marius. Bonsoir à tout le monde. Cette semaine, on va évidemment revenir en long et en large sur les courses de Coupe du Monde qui ont eu lieu ce week-end à Crans-Montana. On va aussi parler du rôle d'ouvreur avec Denis Corté, passer un appel à Michel Guizine et évidemment parler de ski alpinisme avec Maximilien Drion. Et tout de suite, on passe au débrief. Et le week-end à Crans-Montana a commencé avec un carton dans le clan suisse, puisque les Suissesses ont signé un doublé avec la victoire de Lara Gutberami devant Yasmine Fleury. Marius Robir, quand on commence avec un doublé suisse pour un organisateur, c'est du pain béni. Oui, c'est du pain béni. D'abord, c'est extraordinaire que les filles aient pu courir sur une piste aussi magique que celle du Molachot. Et puis pour nous, organisateurs, pour les 600 bénévoles, d'avoir un doublé suisse, c'était le meilleur départ que l'on pouvait avoir. Et d'ailleurs, le soir à la patinoire, il y avait un monde fou pour les accueillir. Et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et voilà, c'est pour ce genre de situation que les bénévoles s'engagent et veulent vivre des émotions aussi intenses que celle-là. Samedi, sur la 2e descente, les Italiennes ont répondu avec un doublé. Marta Bassino, Federica Brignone. Là aussi, elles sont un peu comme à la maison, les Italiennes à Crans-Montana. Oui, bien entendu. D'abord, à Crans-Montana, il y a une clientèle italienne qui est très, très nombreuse. Et puis, moi, j'adore les Italiennes dans ce sens-là parce qu'elles font leur show, elles font le spectacle, elles communient avec le public. Et c'est vrai qu'elles ont fait un spectacle incroyable et ça fait chaud au cœur aussi de voir ce genre de situation. Et il y en a un autre aussi qui commence à collectionner, enfin qui collectionne tout court les dossards rouges, c'est Marco Odermatt. Il a terminé 3e du Super G en Norvège alors que Nils Interman s'est imposé sur la descente. Marius, un Marco Odermatt, il t'impressionne, ça te rappelle un peu peut-être la domination d'un Pierre Mintzurbriggen à l'époque. Oui, c'est fabuleux ce qu'il fait. On a l'impression quand on le regarde, on dit « oulala, il est passé loin de la porte, il a du retard et tout à coup, il a une demi-seconde d'avance ». C'est un phénomène. Et puis, ça va être extraordinaire pour nous parce qu'en 2027, à Crans-Montana, il sera encore en grande forme. Et là, on aura un spectacle grandiose. Et il sera même déjà là l'année prochaine, puisqu'il y aura des courses masculines. C'est un regret, peut-être, de ne pas avoir eu Marco Odermatt en tant qu'organisateur des Coupes du Monde à Crans-Montana? Ouais, un regret, non. Moi, j'ai toujours favorisé un peu la piste du Molachot avec les dames. En 2012, on a eu les hommes pour un Super G. Didier Cuche a gagné. Et puis maintenant, en tant que spectateur, je regarderai Odermatt et l'équipe descendre sur la piste du Molachot. Il y avait donc les femmes sur la piste du Mont-Lachaux, dont Noémie Colli, qui était la seule romande au départ, malheureusement, ce week-end à Crans-Montana. Il n'y a pas la même effervescence chez les femmes que chez les hommes en vitesse en ce moment. Est-ce que tu aurais aimé qu'il y ait plus de romans au départ à Crans-Montana? Bien entendu. Malheureusement, Mallory Blanc s'est blessée à la Coupe d'Europe. Elle aurait pu être là. Mais je pense qu'il y a un petit trou chez les dames actuellement au niveau de la Suisse romande.
J'espère qu'on arrive à combler très rapidement ce trou. Parce que pour nous, c'est très important. Hein. Noémie est venue avec un fans club très, très important. Ça crée une certaine ambiance, une communion entre le public et les athlètes. C'est ce qu'on aime voir dans ce genre de sport. Tu te rappelles, toi, de ta première saison en Coupe du Monde en ski alpinisme? Comment ça s'était passé? Moi, j'ai commencé il y a très longtemps. J'ai fait mes premiers championnats, mes premières compétitions internationales déjà en 2013. Championnat du monde en 2013. J'étais en catégorie cadet à l'époque. Et puis, petit à petit, je passais catégorie cadet, junior. Puis, je me suis retrouvé en Coupe du Monde parmi les juniors. On avait un circuit Coupe du Monde. Et puis, mais voilà, ça fait très longtemps, donc je me rappelle plus. J'ai encore des images d'archives que je préfère pas dévoiler ou des anecdotes que je préfère pas partager. On va les trouver pour une prochaine émission. Mais ça rappelle des bons souvenirs et rien que de voir le chemin parcouru depuis. Quand j'ai commencé, je m'attendais pas à avoir le niveau que j'ai actuellement. On le rappelle, un deuxième du général en Coupe du Monde. Merci. Et donc quand on se lance dans quelque chose, faut croire en ses rêves et puis voilà, croire en soi. Il y avait d'autres Romains au départ encore à Kitzbühel. Arnaud Boisset, donc on l'a dit en Super G, 24e en descente. Justin Murisier qui a terminé 16e en descente mais qui n'est pas arrivé au bout du Super G. Et puis Alex Simonet qui était une fois dans les points en descente et qui a fini 34e du Super G. Et après ce débrief, on passe directement à la grosse actu avec toi, mon cher Marius. Tu as vécu ton dernier week-end en tant que président du comité d'organisation des épreuves de Crans-Montana. J'imagine que les émotions devaient être très fortes. Oui, absolument. Ça fait 17 ans, 18 ans comme président. Je suis parti en 2006 lorsque monsieur le conseiller d'État China a dit aux autorités politiques de Crans-Montana « Je veux qu'il y ait une station en Valais qui organise de nouveau des Coupes du Monde ». Les présidents ont spontanément dit oui. Ils sont venus me trouver, je suis parti d'une feuille blanche, puis j'ai créé une équipe. Et puis c'est vrai que quand j'analyse tout ce qu'on a fait depuis 2006 et à maintenant, je dis qu'on a fait un travail absolument remarquable. Et aujourd'hui, je suis fier du travail qu'on a fait. Je suis fier pour tous ceux qui travaillent, qui m'ont aidé, parce que seul, on fait jamais rien dans la vie. Et c'est vrai que j'ai lâché plus que quelques larmes pendant ce week-end. Il y a plein d'images qui ont dû revenir dans ton esprit. Est-ce qu'il y a un souvenir de toutes ces années qui t'a particulièrement marqué? C'est compliqué, je pense qu'il y en a plein, mais s'il fallait en garder un seul. Quand je me suis énervé, non, mais ça c'est chaque année. J'ai aussi serré les poings dans la poche, mais non, mais il y en a tellement d'images. Mais je m'en souviens toujours comment on a remodelé la piste nationale, remodelé la piste du Moulin-Chaud. C'était de dire que vont penser les athlètes quand elles effectueront la première fois la piste. Et quand la première athlète qui est descendue la piste du Moulin-Chaud, elle me dit « Cette piste est magique ». Pour moi, c'était une satisfaction énorme, mais il y en a beaucoup. On a souvent parlé de la Kitzbühel des dames. Qui c'est qui a donné ce nom à cette piste? Est-ce que c'est toi, Marius? Non. Là, tu me donnes... Non, pas du tout. Là, je sais plus qui a lancé, mais c'est vrai qu'on en parle souvent. On en parle souvent. Moi, je pense que c'est la Kitzbühel des dames. Voilà, ça me gêne pas. Mais la nôtre, c'est la Moulin-Chaud de Crans-Montana, du Valais et de la Suisse. Du coup, après toutes ces années, est-ce que tu as ce sentiment du devoir accompli? Oui, absolument. C'est vrai que je me suis donné corps et âme. J'ai d'abord eu la chance de commander la patrouille des glaciers pendant 20 ans, 10 éditions. J'ai jamais eu un accident grave, donc ça, c'est quelque chose de superbe. Aussi des gros moments d'émotion. Aujourd'hui encore, quand je passe devant l'église de Zermatt ou de Verbier, j'ai les larmes qui me reviennent aux yeux. C'était quelque chose d'avoir eu la chance de pouvoir conduire la patrouille des glaciers pendant 10 éditions. Je remercie le bon Dieu, entre guillemets, parce que j'ai adoré faire ça. Et puis maintenant, les Coupes du Monde, ici à Crans-Montana, c'est vrai que c'était aussi quelque chose de magique. Et ce qui me plaît dans ce genre d'organisation, c'est l'amitié qui se crée autour de cet événement. Quand je vois qu'au comité d'organisation, on est 99 personnes, il y a une amitié qui est énorme. Je leur dis, venez demain matin à 4 heures, parce qu'on doit aller sur les hauts, ils sont tous là.
Donc, c'est cette amitié profonde qui va certainement me manquer le plus, mais je les reverrai parce que la grande majorité, ils sont sur le haut plateau. Maximilien, Marius Robir, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est un nom avec lequel j'ai grandi depuis que je suis tout petit, hein, dans le monde du ski alpin. Je me suis patrouille des glaciers pendant de longues années. Mon père a participé à la patrouille des glaciers à plusieurs reprises aussi, et c'était chaque fois les discours qui marquent. Et puis, quand on est valaisan, la patrouille des glaciers, c'est ce qui nous inspire le plus. Quand on commence le ski alpin en Valais, c'est généralement pour se préparer pour la patrouille ou pour se préparer pour une ou l'autre course. Et donc, Marius a toujours été associé à la patrouille des glaciers et puis à ma pratique du ski alpin, surtout à mes débuts. Et tu as aussi un slogan, hein, Marius, c'est servir, disparaître pour mieux réapparaître. Alors, mais comment ça se fait que tu connais mon slogan? Écoute, je l'ai lu quelques fois. Et je le maintiens, servir. J'ai servi la patrouille des glaciers, j'ai fait la même chose. Servir, disparaître pour mieux réapparaître ailleurs. Et du coup, tu vois venir ma question. Où vas-tu réapparaître? Alors ça, il n'y a que ma femme qui sait où je vais réapparaître ailleurs. Il paraît que tu fais de la peau de phoque assez régulièrement avec le grand patron du Tour de France. Est-ce qu'on doit y voir un signe? Je ne fais pas de la peau de phoque avec lui, mais je suis souvent en contact avec lui. Voilà, donc on n'en saura pas plus ce soir. Non, absolument pas. Donc revenons au ski. Tu as donc initié cette nouvelle ère de Coupe du Monde il y a déjà 18 ans et tu l'as vraiment menée comme un patron. On a eu Michèle Guizine tout à l'heure. Elle nous a dit durant ce week-end que tu étais l'homme le plus enthousiaste et passionné qu'elle a rencontré. Est-ce que tu crois que c'est ce qui a fait la clé de ton succès aussi? Bon, moi, c'est vrai qu'il y a deux maîtres mots quand je prends une organisation, c'est plaisir et passion. Je pense que les gens qui ne sont pas passionnés ne peuvent pas réussir la mise sur pied d'un grand événement. Donc, c'est vrai que je suis un passionné. Dès que je prends quelque chose, par contre, je dois aller vite. Je veux que ça se concrétise. Je pense que j'ai remodelé la piste nationale, la piste du Moulachot en une année. Hein. Des travaux qui se chiffrent à 10, 12 millions par piste. Donc, je suis un passionné, puis j'ai essayé de transmettre cette passion à tous mes collaborateurs. Et moi, je dis toujours, quand vous êtes un passionné, vous avez du plaisir, vous avez du succès. Et c'est ça que l'on cherche lorsqu'on fait une organisation comme les Coupes du Monde ou comme la Patrouille des Glaciers. C'était ma prochaine question, justement, cette équipe que tu as su créer autour de toi, ces 600 personnes, on sent chez eux aussi cette passion, tu as vraiment su transmettre ça? Oui, j'espère, parce qu'en tout cas, l'amitié est très forte, l'amitié est très grande, on n'a pas toujours été d'accord, mais c'est ça qui fait aussi le charme d'une organisation comme ça. Moi, j'ai toujours dit, maintenant, on réfléchit, on décide et on assume. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui font que réfléchir et décident pas. Et puis après, il faut assumer. Le patron doit assumer. J'ai toujours dit, comme à la patrouille, s'il y avait un accident, quel que soit, c'était le patron qui devait assumer, porter ça. Puis je pense que les collaborateurs ont ressenti ça. Puis hier, c'est vrai, à la fin de la course, lorsqu'ils m'ont dit ce merci, j'ai pleuré parce que c'était une reconnaissance. Moi, j'aurais voulu aussi leur dire merci pour tout ce qu'ils m'ont apporté, merci pour la collaboration qu'on a eue ensemble. On a aussi beaucoup parlé de cette piste du Mont-Lachot, hein, et la préparation avec les chaleurs, c'est compliqué. Ça a été un peu une hantise ces dernières années de savoir si elle allait tenir le coup, si les filles allaient pouvoir s'élancer sur cette piste. Alors cette année, je pense qu'on a travaillé absolument tout juste. Hein. La première des choses, on a depuis 1 mois et demi maintenant 5 machines, 5 dameuses à disposition. On a fait de la neige, on a tout de suite étalé. Et une semaine avant que les athlètes sont arrivés à Crans-Montana, on savait qu'on avait sur toute la largeur au minimum 1,10 m de neige, 1,10 m à 1,50 m. Ensuite, j'ai une équipe qui est sur le terrain qui est formidable. Ils ont fait des miracles. Combien de personnes nous disaient « mais jamais vous arriverez à organiser ces épreuves ». Ils ont fait des miracles. Et puis, il y a une autre personne. On a un magicien dans l'équipe. À Delbodène, il y a Hans Pirenne. Et ici, à Crans-Montana, on a un magicien qui vient malheureusement du Val d'Anivier, mais ça, c'est pas trop grave. Et vous voyez de Patrice Morisot. Exactement, Patrice Morisot. Qui a fait des miracles. Il a fait des miracles. Et puis, c'est le magicien, parce que vous savez, c'est facile de dire, oui, on lisse la piste.
Il faut l'arroser au bon moment, il faut la saler au bon moment. Il y a 2 sortes de sel, il faut mélanger les 2 sels. Vous faites pas exactement comme on le doit. La piste, c'est une catastrophe. Et là, quand je pense à toute cette équipe-là, je suis en admiration devant le travail qu'ils ont fait. Encore un mot quand même sur les championnats du monde. Tu es aussi l'homme qui a ramené les championnats du monde à Crans-Montana avec Hugo Steinegger. Tu fais plus partie aujourd'hui du comité directeur, mais tu as quand même suivi un peu les affaires qui ont secoué ces championnats du monde ce week-end lors des épreuves de Crans-Montana. Peut-être un petit mot sur les championnats du monde. D'abord, quand en 2006, on m'a demandé de reprendre ça, j'avais fixé 3 objectifs. Le premier, c'était de dire, on revient dans le circuit alpin. Pas facile. Beaucoup de stations veulent. Deuxième, c'est de devenir une classique. En 2007, on est devenu une classique parce que chaque fois répéter la même chose, aller se battre pour avoir des épreuves. Et puis troisième, c'était d'obtenir des championnats du monde. Moi, j'ai eu une chance incroyable de pouvoir vivre de l'intérieur les championnats du monde de 1987. J'ai été président de 2 commissions, celle des spectateurs. Juste pour vous dire, celle des spectateurs, 32 000 spectateurs payants le jour de la descente. Mais payant compté, pas estimé, inventé, payant, inventorié, 32 000. Et puis, j'avais la commission de tout le personnel et de l'armée. On a vécu des moments fabuleux, extraordinaires. Ça a soudé la population. Les jeunes étaient aussi, emballés par ces championnats du monde. Et je me suis dit, on doit pouvoir revivre ce genre d'épreuve. Pour ça que je me suis battu pour qu'on ait les championnats du monde. Et très honnêtement, si on les avait pas eu pour 2027, je pense que j'aurais encore continué 2 ans pour faire en sorte de les avoir. Mais là, malgré toutes ces histoires de ce week-end, tu alors, peux... les histoires de ce week-end, moi, je dis grosse gaminerie. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que, oui, ça m'énerve. Je ne sais pas si on fait exprès pour m'énerver, mais ça, c'est la petite parenthèse. L'année dernière, il y avait l'affaire de la directrice qui s'en va. Cette année, il y a cette affaire-là, grosse gaminerie. Comme par hasard, le week-end des courses. Le week-end des courses. Alors, il y a des gens qui disent, mais ils t'en veulent. Mais oui, c'est très bien. Moi, j'aime bien quand on m'en veut pas. Le jour où tout le monde est avec toi, ça veut dire que tu es mauvais. Donc, il faut que... voilà. Mais ceci étant dit, grosse gaminerie, parce qu'il y a des problèmes comme ça entre une fédération, 2 fédérations, on se met autour d'une table, on discute et on trouve des solutions. Aller dans les médias, faire des chantages, dire vous faites pas ci, vous faites pas ça, je trouve que c'est gamin, parce qu'à la fin, on sait qu'on trouvera toujours une solution. Moi, j'ai pas apprécié cette manière de faire, mais je suis surtout pas entré. J'ai pas pensé à ce qui pouvait arriver parce que pour moi, je veux avoir des beaux championnats du monde en 2027. Et on aura de toute façon l'occasion d'en parler sur ce plateau puisque la semaine prochaine, on aura comme invité Michel Vion, le secrétaire général de la Fédération internationale de ski et de snowboard. Et en parlant des mondiaux de 2027, on va lancer un petit appel à Michèle Guizine, qui est l'ambassadrice de ces mondiaux et qui était également présente le week-end dernier sur les Coupes du Monde de Crans-Montana. Salut Michel, comment ça va après ce long week-end de course à Crans-Montana ? Salut, bonsoir. Ça va très très bien. Finalement, je suis de nouveau à la maison à Riva. J'ai pu voir Luca. Il est de nouveau parti pour les États-Unis, mais malheureusement, on s'est vu qu'un moment, mais on s'est vu. Alors ça, c'était super beau. Tu revenais d'une grosse chute à Cortina. C'était tes premières courses à Crans-Montana. Comment ça s'est passé ? Tu as pu reprendre un peu confiance en vitesse ? Oui, c'était le plus important. Et puis, franchement, après la chute de Cortina, c'était très proche pour ne plus faire des courses cette année. Rien, vraiment rien. Peut-être même pour plus que seulement cette saison. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Ça a tout tenu. Et puis, le tibia, le mollet, c'était un peu... Il y avait des belles couleurs, mais j'ai eu beaucoup de chance qu'on a pu aider pour soigner le plus vite possible. J'ai pu faire le slalom à Soldeu. En géant, ça allait pas encore. Alors, j'étais pas du tout sûre aussi encore à Soldeu si ça va vraiment aller à Crans-Montana, mais je voulais pas rater les courses à la maison. Et puis, j'ai dit non, ça va assez bien pour essayer le premier entraînement.
Et ouais, ça allait assez bien pour faire les courses et c'était sûrement pas le week-end avec les meilleurs résultats de ma carrière, mais c'était un week-end très, très important pour revenir sur les skis longs et surtout parce que c'était à la maison, il y avait toute ma famille, il y avait beaucoup d'amis là et puis l'ambiance à Crans-Montana, c'est toujours magnifique et je suis tellement contente que j'ai pu être sur place et que j'ai pu courir, même si c'était pas peut-être pour la performance, mais pour la confiance. Et elle commence à s'installer de nouveau. Justement, tu as dit, hein, il y avait beaucoup de membres de ta famille. Ça, c'est assez rare pour une coureuse en Coupe du Monde d'avoir autant de membres de sa famille sur une course. Oui, c'est super beau. Moi, j'adore. Et puis, c'est clair, ma famille, c'est des experts. Alors, Tu as le droit à la correction vidéo. Tu as le droit à la correction vidéo ouais. après les courses. Non, là, c'était vraiment bien aussi de discuter un peu, d'entendre un peu qu'est-ce qu'ils disent. Et puis, ça m'a donné aussi la confiance, c'est clair. S'il y a Marc et Dominique là sur place, ça, c'est quelque chose qui m'aide. Et puis, c'était super sympa et super beau. Tu as fait 3 courses en 3 jours. Tu fais aussi partie des skieuses les plus polyvalentes de la Coupe du Monde puisque tu prends part à toutes les disciplines. Est-ce qu'il te reste assez d'énergie pour terminer la saison? Ouais, bien sûr. Moi, je suis un peu, on rigole parfois. Je pense que je suis très hyperactif. Je sais pas quand j'arrête de skier comment ça va aller parce que là, je fais euh, vers les 40 courses par année. J'ai raté 4 cette année, ça va faire un peu moins, mais ouais, hem, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec toute cette énergie quand j'arrête à skier, mais ça va être très très sympa aussi, un peu moins de fatigue. C'est clair, la fatigue, c'est là, mais dans ma carrière, j'étais déjà beaucoup plus fatiguée quand, j'avais la mononucléose. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a aussi fait apprendre comment gérer les choses, comment pas perdre d'énergie, pas perdre trop d'énergie surtout, être trop tendu toute la journée de course ouais, que c'est sûrement aussi difficile. Mais je pense qu'il y a plusieurs aspects qui font que, ouais, cette année, c'est un peu peut-être plus grave avec la fatigue, plus grave avec les blessures parce que, en général, c'est différent si t'as pas un grand événement parce que il y a une coupure un peu dans la saison, il y a une semaine de pause avant le grand événement et ça, cette année, on n'a pas. Alors, en janvier, c'est quand même lourd si c'est juste une semaine après l'autre et ça s'enfile. Et puis là, c'est un peu mieux parce que ça va vers le dernier tiers. Et puis, tu sais, ouais, je vois vraiment la fin. Et là, c'est beaucoup de plaisir. Moi, j'aime bien les dernières courses de l'année parce que la nervosité des premières, c'est passé. Le moment un peu difficile en janvier, qui tu dois juste pousser, travailler, courir, c'est aussi passé. Et là, c'est le plaisir. J'ai la chance que j'ai déjà mes 500 points. Après la chute, c'est tout un bonus. Alors, ça me donne aussi d'énergie. Et les courses à la maison, c'est aussi toujours quelque chose de spécial. Alors, si j'aurais raté Cran, je pense ouais, ce serait plus difficile que d'avoir fait les 3 courses, parce que ça me donne aussi beaucoup. Tu parles de Crans-Montana. Une dernière question, justement. Tu es ambassadrice des championnats du monde qui se dérouleront à Crans-Montana en 2027. Michel, est-ce qu'on va te voir sur la piste de ces championnats du monde en 2027? Ouais, peut-être, je viens lycée. Je sais pas encore exactement, ouais, si je vais trouver quelque chose que je peux aider, mais lycée, je pense, je suis bien capable. Au pire, Mais pas en tant qu'athlète. non, je pense comme athlète, ça va être très difficile. Mais je pense que c'est aussi bien parce un jour, il faut faire un peu de place pour les jeunes. Et puis, moi, j'ai eu la grande chance d'avoir les champions du monde à la maison à Saint-Moritz 2017. J'ai pu faire une médaille, une incroyable 8e place en descente. Je pense que c'était ma 3e ou 4e descente sur le plus haut niveau. Alors, c'est quelque chose que je porte toujours avec moi. Et puis, comme ambassadrice, pour moi, c'était le but de avoir ou bien, ouais, porter ces possibilités aux jeunes. Et puis, je pense que ça va être tellement cool et je vais croiser mes doigts pour tout le monde à côté de la Merci. piste. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous quelques minutes. On te souhaite encore le meilleur pour la fin de la saison. Merci.
Quant à nous, on va se replonger sur les épreuves de Coupe du Monde de Crans-Montana. Marine a suivi un ouvreur, et quel ouvreur? Un ouvreur de luxe, c'est Denis Corté. Regardez. Bonjour à tous, on se retrouve dans un contexte un petit peu différent que d'habitude. On est ici à Crans-Montana pour les Coupes du Monde féminines. Nous avons la chance de retrouver Denis Corté, membre du cadre B de Suski, qui est ouvreur. On va le suivre dans sa journée. Salut Denis, comment ça va? Ça va bien toi, merci. Bien, bien. Comment s'est passée ta matinée jusqu'à présent? Explique-nous. Bien, j'ai fait quelques pistes d'échauffement, on a profité un peu, il y avait un manche de jet en d'échauffement. Ensuite j'ai été faire l'inspection. Puis après, à la fin de l'inspection, il y avait 2-3 ski clubs de ma région qui étaient là, alors j'ai discuté un peu avec eux. Puis après je suis monté pour me préparer ici à l'Hospitality. À quelle heure ce matin d'ailleurs? À 7h moins quart. Après on prend le bus de l'hôtel, on va déjeuner à l'hôtel des Suisses et ensuite on se rend sur les pistes, on fait quelques manches d'échauffement. Après on va faire l'inspection et après on se prépare puis on va faire ouvreur. Ton échauffement, c'est quoi? C'est skier? C'est plutôt des exercices au sol? Non, je fais très peu d'échauffement avant de mettre les skis. Certains le font, moi je fais pas. Après j'attaque gentiment à skier tranquillement, puis je monte un peu en intensité au fur et à mesure des manches. Puis là avec un géant d'échauffement, je dirais c'est presque parfait. Comme ça tu peux vraiment en 10 mètres mettre dans le mode course, puis de faire un peu des piquets, puis de vraiment appuyer sur le ski, puis d'être prêt une fois que tu seras au départ. On a la chance de se trouver au départ, c'est 2 heures avant le début de la course. Les filles sont là, elles sont prêtes, elles vont commencer la reconnaissance et se lancer juste ici. Ouvreur, c'est quoi ton rôle principal en compétition? C'est de tester les conditions de piste, de la neige et les bonnes, si le parcours est faisable, mais bon après ça c'est relativement chaque année les mêmes donc c'est normal. Et c'est un peu de tester si la course peut avoir lieu. Après c'est une fois à l'arrivée on discute avec les membres de la FIS, avec le jury de la course pour donner notre avis sur les conditions et après c'est eux qui prennent la décision finale si la course peut avoir lieu ou pas. On a dit il y a des entraînements avant la course, tu as déjà fait plusieurs reconnaissances. Aujourd'hui, tu te focalises sur quoi? Principalement sur la ligne à prendre. Après, nous on est ouvreurs, donc on va pas aller chercher les 10 cm plus à l'intérieur. Mais c'est corriger les fautes de ligne qu'on a fait à l'entraînement, de voir comment ressort la piste après déjà 2 passages d'une centaine de personnes. Mais c'est vrai que les inspections se passent de plus en plus vite. On l'a dit, pour toi c'est pas la course, tu prends ça comme un entraînement. Est-ce que tu te donnes à fond ou tu y vas quand même un peu sur la réserve pour pas risquer la fin de ta saison? Premier entraînement j'étais vraiment très tranquille parce qu'il n'y avait rien à jouer. Après je monte un peu en intensité mais je vais pas aller à 100%, j'ai toujours joué parce que je sais pas si ça pourra me toucher, mais je l'espère pas. Mais là, cette saison, il y a beaucoup de blessures. Et notamment aussi Mallory semaine passée sur cette piste. Donc c'est vrai qu'il y a des risques. Et ça serait con de se blesser en étant ouvreur. On n'a rien à jouer d'important. Donc il y a quand même une petite marge de sécurité. On a dit donc tu prends ça comme un entraînement. Est-ce que tu as des feedbacks de tes entraîneurs? Oui, on reçoit les vidéos, on analyse, on analyse plus les lignes et la technique. Et après, on profite aussi un peu pour des fois essayer un peu du matériel, changer quelques réglages pour voir si ça marche. C'est une très belle opportunité aussi, c'est beaucoup des tests. Là maintenant, toi, tu as fait la reconnaissance. Qu'est-ce que tu as pu dire aux organisateurs sur la piste, sur l'état de la piste? Là, à la reconnaissance, on dit pas trop parce que les organisateurs là, font aussi l'inspection en même temps que nous. Ils voient l'état de la piste, ils nous préviennent. Il y a Patrice Morisot qui est dans le jury, il m'a dit on a injecté ces virages, que tu saches, et à la fin de ta manche tu nous diras comment c'est. Mais eux ils savent et ils comptent, ils nous préviennent un peu, on discute un peu avec eux, ils nous préviennent qu'est-ce qu'ils attendent comme information. On se réjouit de te retrouver en bas de ta manche et puis que tu nous donnes un peu tes idées et comment ça s'est passé. Ouais, merci beaucoup en tout cas. Parfait. À plus.
Alors Denis, comment ça s'est passé cette manche d'ouverture? Très bien, nickel, bonnes conditions, très semblable aux entraînements, donc on savait un peu à quoi s'attendre. Puis dommage que ça soit un peu raccourci, mais sinon très bien. En bas, tu nous as fait un show de folie à la Didier Cuche. Tu t'es entraîné pour ça? Ouais, entraînez pas, enfin on le fait souvent pour le plaisir, puis après j'ai vu que le monde était content, j'ai dit ouais on fait un peu le show, c'est sympa. T'as des tips à donner pour ceux qui essayent à la maison et qui arrivent toujours pas? C'est plus facile avec des longs skis qu'avec des skis de slalom, sinon les skis de slalom tournent trop vite. Ouais, tu pourrais faire 3 tours avec les skis de slalom, mais tu les mets moins souvent quand même les skis de slalom, c'est pour ça que t'as moins l'habitude. Ouais, je pense que ça doit aussi jouer un rôle ça, ouais. Bon, te remercie beaucoup d'avoir partagé un peu ta matinée avec nous, et puis on te souhaite tout le bon pour la suite de ta saison. Merci beaucoup. Donc Maximilien, en ski alpinisme, est-ce que vous avez aussi des ouvreurs pour vous faire la trace ou pas vraiment? Non, on n'a pas des ouvreurs qui partent 1 minute avant parce qu'on les rattraperait un peu trop vite. mais oui, il y a des bénévoles qui sont là tôt le matin pour faire la trace une dernière fois ou pour vérifier que les drapeaux ne sont pas envolés durant la nuit, parce qu'il faut savoir qu'en ski alpi, comme sur une patrouille des glaciers, la trace elle est faite. On ne peut pas choisir où on veut monter, où on veut descendre. Donc il y a une trace qu'il faut suivre, des conversions qu'il faut faire, et donc il y a des bénévoles qui sont chargés de bien nous préparer la trace pour que la course soit équitable pour chacun, et pas que le premier doit faire la trace pour tous les autres derrière. Ce serait dommage d'être premier dans ce cas précis. Ce serait mieux pas, oui. Donc on le rappelle, Maximilien Drion du Chapois, on vient d'apprendre son 2e nom de famille. Tu es donc né en Belgique, mais tu es en Valais depuis plus de 15 ans déjà. Tu fais aujourd'hui partie des meilleurs spécialistes de ski alpinisme, et quand arrive le printemps, tu t'essayes à la course en montagne, et c'est pas seulement un essai infructueux, tu es même très fort dans ce domaine aussi. Comment un jeune homme né à Bruxelles peut devenir un des meilleurs athlètes dans ces sports de haute montagne? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de talents cachés qui peut-être se découvrent jamais, parce qu'ils n'ont pas les opportunités, ils n'ont pas la possibilité ou même l'idée de s'essayer à différentes activités. Sports, ouais. Et donc, ma découverte de mes capacités dans ces sports vient d'une décision de mes parents, qui était de venir habiter en Suisse, parce que quand je suis arrivé en Suisse, j'avais 10 ans. Donc, c'est pas moi qui ai décidé, papa, maman, je pars habiter en Suisse. Ce sont mes parents qui ont décidé d'emmener ma sœur et moi vivre à Vercorin, dans un chalet que mes parents avaient fait construire quelques années plus tôt. Et puis quand on arrive à Vercorin, c'est un peu dur de faire les sports traditionnels belges, sur le foot, le cyclisme, etc. Et donc, ou le hockey sur gazon. Et donc, je me suis inscrit au ski club, j'ai commencé le ski alpin. Mais j'avais souvent froid aux pieds à force d'attendre sur le télésiège. Et donc, je me suis dit, je vais monter à pied. Non, c'est pas tout à fait comme ça, mais j'ai découvert le ski de rando quasiment au moment l'année où je suis arrivé en Suisse. Et puis le trail, la course en montagne un peu plus tard. Et j'ai tout de suite accroché, parce que être dans ces grands espaces, dans ces magnifiques montagnes du Valais, du Val d'Anivier. C'est la petite pique à Marius Robillet. Et c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup d'émotions très fortes. Et puis quand on est passionné par quelque chose, on a envie de se donner corps et âme à cette passion, et quand on donne corps et âme à quelque chose, on progresse rapidement aussi dans ce domaine. Et avec les années, avec les conseils de Tarsis Ansay, de différentes personnes, de César Costa qui m'ont accompagné dans mes débuts, j'ai pu créer les bases d'une belle carrière, et j'espère que j'en suis toujours qu'à mes débuts. Et donc le ski alpin, c'est pas une voie que tu as pu ou voulu suivre, Il y a des Belges qui sont en Coupe du Monde, tu les connais un peu, Armand, etc. Oui, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer Armand, Sam Mas, pas encore. Mais oui, il y a des Belges qui se débrouillent quand même assez bien au ski alpin, ils sont inspirants à suivre. Mais le ski alpin, je sais pas pourquoi j'ai décidé de mettre ça de côté. Mais le ski alpin, je pense, m'a permis d'être bon en descente en ski alpinisme, parce qu'on a les descentes aussi qui font partie de la course. Donc, et en montée, on a tous un excellent niveau, et puis parfois c'est dans les descentes que les différences se font, qu'on arrive à mieux récupérer que ses concurrents.
Et je pense que le ski alpin m'a aidé pour ça, mais je regrette pas mon choix de carrière. On comprend. On a trouvé un autre point commun avec le ski alpin. Ta première course, on a vu ça sur ton site, c'était la montée du trophée du Mont Lachaud. C'est juste. Alors nous, on connaît plutôt la version en descente. Explique-nous cette épreuve en montée. C'est la première course que j'ai fait en ski alpi. C'était sur un week, je me rappelle plus, c'était l'hiver 2009. 2009, j'ai fait cette course-là. Ouais. C'était sur tout un week-end. Il y avait le vendredi soir, on montait de Cran jusqu'à peut-être Crider. Et puis il y avait des super G, je crois, le week-end, et puis même un super G par équipe. Et puis il y avait un classement combiné montée nocturne et super G le dimanche. Et j'avais fait les deux courses pour être classement combiné. Et puis évidemment dans ma catégorie j'étais le seul. Du coup j'avais gagné j'avais gagné le combiné. Et oui, c'est la première course que j'ai fait. Je me rappelle bien un mur en dessous de Crider où c'était vive glace en fin de journée. Et j'ai glissé en arrière. J'ai descendu de 20 mètres. Mais oui, c'est mes débuts, c'est exact. Marius, toi, tu connais très très bien le Mont Lachaud. C'est un magnifique endroit et pour monter et pour descendre. Bien entendu. Effectivement, il y a sur la piste du Mont Lachaud, il y a eu, maintenant ça a été abandonné malheureusement, mais il y a eu, comme on fait aussi au Loverhorn, il y a une course de montée sur la piste de descente de Coupe du Monde. Mais tu parlais tout à l'heure de la descente, donc effectivement, pour toi, ça doit être un gros avantage parce que la patrouille des glaciers, par exemple, elle se gagne en descente, elle se gagne pas en montée. En montée, vous êtes à peu près, je veux pas dire tous de la même force, mais on nous a toujours dit, puis moi j'ai constaté les temps, que souvent c'est en descente qu'on gagne. Donc pour toi, ça doit être un gros avantage quand même. Oui, c'est un avantage, mais il y a quand même beaucoup de concurrents qui sont aussi passés par le ski alpin avant d'arriver en ski alpi. Donc il y a quand même des concurrents qui sont très à l'aise en descente et ça nous arrive quand même assez régulièrement de dépasser les 100 km/h en hors-piste avec nos petits skis. Parfois on se fait un peu peur, mais généralement on arrive en bas sans trop de dégâts. Maximilien, si on parle un peu de ta saison, tu as effleuré le podium, mais tu es deuxième au général. Tu vis ton meilleur hiver, d'après toi? Non, mon meilleur hiver, ça reste quand même l'hiver passé, en tout cas pour l'instant. L'hiver passé, j'avais obtenu 5 podiums sur l'hiver et également fait deuxième du classement général. Cet hiver, on n'est qu'à la moitié. On est qu'à la moitié, voilà. Pour le skieur alpiniste, on n'est qu'à la moitié. En ski alpin, ils sont gentiment à la fin. Mais ça reste un très bel hiver. J'ai pas encore obtenu de podium cet hiver. 3 4e places en Coupe du Monde pour l'instant. Je pense avoir obtenu mon premier podium à Villars il y a 2 semaines, mais une peau m'a échappé et une pénalité m'a été infligée qui m'a repoussé de la 2e à la 4e place. Mais je pars en Italie ces prochains jours pour les prochaines Coupes du Monde et j'espère bien décrocher ce podium. Décrocher ce podium qui me démange. Il y a cette Coupe du Monde et il y a aussi le circuit des grandes courses, dont la patrouille des glaciers fait partie. Le grand objectif, c'est quoi? C'est la Coupe du Monde, c'est la grande course, c'est un peu des deux? Mon grand objectif, c'est d'être capable de viser un podium dans toutes les disciplines. Que ce soit sur une course de 3 minutes, les sprints qu'on a en ski alpinisme, qui durent 3 minutes, qu'on fait plusieurs fois, comme sur une patrouille des glaciers qui dure un peu moins de 6 heures pour les meilleurs. Et du coup, je veux être capable d'avoir cet intervalle de course où je peux jouer les premiers rôles sur chacune des disciplines, des distances. Et c'est presque, ça pourrait être impossible, mais on est quelques-uns en ski alpi à montrer que c'est possible d'être bon sur différents types d'efforts. Et donc, à chaque fois que je suis au départ d'une course, j'ai cette motivation de me dire, c'est ta discipline, c'est d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui, je peux aussi faire une médaille. J'ai pas une discipline très forte où je me dis, je mise tout sur celle-là et les autres, je fais ça pour le plaisir ou je les fais pas. Et donc, cet objectif, ces grandes courses sont son objectif aussi pour moi. Aussi, d'accord. Et toi, tu préfères une course de longue distance comme Mesalam ou Patrouille des glaciers ou plutôt le sprint? Le sprint, c'est une discipline qui est assez télévisuelle, télégénique et
Et olympique. Et olympique aussi. Donc, j'ai pas le choix de me spécialiser aussi là-dedans et de travailler cette discipline. Après, c'est pas la discipline qui me procure le plus d'émotions. Les disciplines, les courses où on vit les plus belles émotions, c'est comme les courses par équipe. Parce que quand on est 3 coéquipiers, qu'on se surpasse, qu'on se soutient, qu'on s'entraide durant tout un hiver ou toute une course, ça crée des émotions et des souvenirs pour la vie. Et donc, j'ai des frissons en parlant. Mais j'ai vécu des émotions incroyables sur des courses par équipe et je me réjouis de cette deuxième partie d'hiver où je vais participer à 3 courses par équipe, la Pierramenta, à Rèche-Beaufort, une course de 4 jours très intense. Ouais. Et puis la Ronda, c'est une course dans les Dolomites qui fait le tour de plusieurs stations. Et puis la Patrouille des Glaciers, évidemment, que je courais avec un ami autrichien et un ami italien. Et là, je t'interdis de me dépasser si par hasard je fais la patrouille. Voilà le scoop. Là, c'est le scoop. C'est le scoop. C'est le scoop. C'est donc ça. Il faut que je regarde à quelle heure tu pars pour faire en sorte que c'est déjà arrivé à Verbier car toi tu vas partir. Servir, disparaître pour mieux réapparaître. C'est ça. C'est sur la patrouille. C'est sur la patrouille. C'est sur la patrouille des glaciers. Mon cher ami, t'as une bonne mémoire. Mais le départ le samedi, c'est à 3h pour les meilleures patrouilles. Oui. Donc, à 6h30, on est à Verbier. À 6h30 à Verbier. Tu prends quelle compagnie d'hélicoptères? Fais-nous rêver. L'armée suisse. Fais-nous rêver, Maximilien. Combien de dénivelé tu fais en moyenne chaque hiver? Pour être bizarre, mais j'ai pas les chiffres. C'est mon coach qui gère ça. Moi, je fais les entraînements, je prends du plaisir tous les jours en montagne, mais j'ai pas un chiffre en tête. Pour une estimation, parce que là, je connais les chiffres de mes concurrents, qui font environ 200 000 mètres de dénivelé par hiver et 100 000 mètres de dénivelé l'été. Moi, peut-être que je fais un peu moins l'hiver que mes concurrents, mais un peu plus l'été. Donc, je dois arriver, je pense, à 150 000 ou 160 000 mètres de dénivelé par hiver et plus ou moins pareil l'été. Donc, environ 300 000 mètres de dénivelé par an. C'est un peu plus que toi, Marius, ou tu arrives à 150 000? Moi, je peux te dire que l'année que j'ai fait depuis Zermatt, j'étais à 56 000. Ah, quand même. Ouais. C'était pas mal, hein, 56 000. Ouais, mais j'ai toujours dit à la Patrouille des Glaciers, si on veut avoir du plaisir, parce que pour moi, encore une nouvelle fois, je viens au mot plaisir. Il faut s'entraîner. Il ne faut pas dire je vais là, puis simplement je veux souffrir. Voilà. On s'entraîne. Après qu'on mette 6 heures, 8 heures, 12 heures ou 16 heures, moi j'ai une admiration devant les gens qui souffrent 3 fois plus que toi. Ceux qui mettent 16 heures, ils ont 3 fois plus de temps. Mais il faut avoir du plaisir. Aujourd'hui, moi, le ski alpinisme, il y a une petite chose qui ne me gêne pas des concurrents comme toi. Il y a trop la performance au bout. Aujourd'hui, la première question qu'on me pose, on dit « T'as mis combien de temps ?» On ne te dit pas ce que tu as eu du plaisir, comment ça a été la montée. C'est devenu J'aimerais bien avoir une classe, si tu veux, d'élite comme vous êtes, et puis à côté, qu'on se fait beaucoup plus plaisir que de toujours avoir ce chrono. Ce chrono, on l'a en course, mais à l'entraînement, on a cette notion de plaisir qui est quand même omniprésente et on n'a pas toujours ce chrono ou la montre qu'on regarde à chaque entraînement. C'est clair, une compétition dans tous les sports, il y a le chrono, il y a la performance qui est importante et qui détermine qui est le meilleur ou qui remporte les prix. Mais à l'entraînement, quand on est dans des lieux comme les montagnes valaisannes, c'est dur de ne pas prendre du plaisir ou d'ouvrir les yeux et d'être en admiration face au paysage qui nous entoure. Mais en course, il n'y a pas en course, du tout. En course, je vois mes skis 2 mètres devant et c'est tout. On lève pas la tête. C'est très dur. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pendant toutes ces heures et d'entraînement et de course où on monte? On a le temps de réfléchir quand même, non? On réfléchit à tout, à rien. Parfois, je fais 3 heures d'entraînement alors que j'ai l'impression que j'ai fait 30 minutes. Parfois, je fais 1 heure d'entraînement et j'ai fait 6 heures. Donc, voilà, parfois je mets un peu de musique, mais c'est très rare. Généralement, je suis dans mes pensées. Et puis là, justement, je profite d'ouvrir les yeux, de lever la tête, de prendre des photos, de prendre des vidéos. Tu t'arrêtes de prendre des photos sur les entraînements? Je m'arrête pas, je les fais en marchant. Mais, pour donner un effet de style, quoi, la photo. Ça pourrait être un peu flou sur les bords. Non, mais c'est très dur de dire à quoi je pense à l'entraînement parce que parfois je regarde un peu mes pulsations pour pas
être trop doucement ou trop vite pour que, quand même, que l'entraînement soit productif. Mais voilà, chaque entraînement est différent et c'est ça que j'aime aussi dans ces sports d'endurance et de montagne. C'est que le paysage, les conditions de neige, la météo est tellement variée de jour en jour. Là, on a un peu beaucoup de soleil en ce moment, mais ces variations font que chaque entraînement est différent et me procure des émotions différentes et des souvenirs différents. Tu parles du soleil et de la chaleur. C'est clair que les conditions là, il fait très chaud. Il n'y a pas beaucoup de neige. Vos courses sont souvent sur la fin de saison. Ces grandes classiques, est-ce que ça devient difficile de s'entraîner ou comment est-ce que vous gérez ça? Ça dépend. Il y a 2 ans, la Plateau des Glaciers, c'était très rude mentalement à cause du manque de neige pour arriver à Rolla et puis pour descendre sur Verbier, et puis évidemment aussi la première partie de Zermatt jusque Schönbill. Mais voilà, le ski alpinisme, c'est aussi un sport où on sait s'adapter à la météo. Si on doit porter un peu plus, on porte un peu plus. On met les skis sur le sac et puis on marche. Généralement, quand la saison avance, on s'entraîne aussi un peu plus en altitude. Donc, on arrive à trouver des conditions correctes pour s'entraîner. Et puis voilà, on s'adapte. On fait ce qu'on peut pour s'entraîner. Mais généralement, en Valais, on a quand même des bonnes conditions, que ce soit très tôt dans la saison et puis jusqu'à Plateau des Glaciers ou jusque fin avril. Et Sophie, je crois que tu as encore quelques questions du tac au tac. C'est les fameuses questions. Est-ce que tu es prêt? Maximilien, belge ou valaisan? Belgo-valaisan. Nouvelle catégorie. Là, tu te mouilles pas. Allez, on va essayer la prochaine, attention. Voilà. On essaie la prochaine. Ski alpinisme ou course à pied? Putain, mais vous êtes vraiment sérieux. Montagne. Montagne. Non, mais j'ai connu comme ça. Oui. Non, je ne peux pas choisir non plus parce que j'adore les deux. Montagne. Montagne aussi. Être en montagne. Attention. Raclette ou moule frites? Moule frites. Ah voilà. Non. Prochaine chance. Fendant ou bière? Bière. Diable rouge ou nati? Diable rouge. Bon, là... Allez, c'est bien, au moins tu a choisi son as tranché, c'est très bien. La dernière question, elle nous vient de quelqu'un que tu connais très bien. Salut Max, et j'espère que tu vas bien. Alors, ma petite question pour toi, c'est comment sait-on qu'une basket contient une plaque carbone ou pas? Alors, je t'avoue qu'on n'a rien compris à cette question. J'ai rien compris. Elle nous vient de Tarsis Sensé, qui est un ancien vainqueur de Sierdinal et qui est ton manager, ton entraîneur pour ton équipe de course à pied. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Oui, Tarsis, c'est un très bon ami. Donc, on avait un camp d'entraînement avec le team BCVS Montazix Team. Et puis, il y avait le représentant d'ASICS Suisse qui était là pour nous montrer un peu les différents modèles. Et moi, j'ai un contrat aussi avec ASICS au niveau Europe. Et du coup, je reçois les prototypes. J'ai déjà les chaussures à l'avance que le représentant d'ASICS Suisse nous présentait. Et la version que j'avais avait pas de plaque carbone. Et du coup, j'ai pris la basket que le représentant nous montrait. Je disais, non, il n'y a pas de plaque carbone dedans. Et j'ai fait un peu trop sec le mouvement. Et on a entendu un gros clac. La plaque carbone qui s'est cassée en deux. Et donc, ça... nous a un peu fait... On est resté un peu sur le cul, mais ça reste un beau souvenir et on en reparle à chaque fois qu'on se croise. Et de cette histoire de basket, on passe directement à la rubrique des pronostics. Chez vous aussi, vous pouvez pronostiquer pour les prochaines courses en allant sur pronoski.lenouveliste.ch. Il y a comme d'habitude des beaux cadeaux à gagner, dont des bons au restaurant le 1809 à Hérémence. Et puis avant de vous demander vos pronostics à vous, on a demandé au public de Crans-Montana de s'essayer à l'exercice. On regarde tout de suite les réponses. On arrive au terme de cette émission, on est ici à Crans-Montana et c'est l'heure des pronostics. On va demander au public de Crans-Montana quels sont leurs pronostics pour les prochaines courses. Venez. Donc là, on est sur le stand de la Raiffeisen, partenaire de l'émission. On va essayer de trouver quelqu'un pour savoir leurs pronostics. On est avec Patrick de la Raiffeisen. Bonjour Patrick. Salut. Qui c'est qu'on voit à Val di Fassa devant pour les 2 Super G? Alors je veux pas être un crève-cœur, mais je pense que Brignonnet, ça peut être pas mal. J'espère Siledetska faire. J'espère qu'elle va gagner. Ouais, une victoire de Lara aussi. Ça ferait plaisir. Brignonnet. Tout le monde Brignonnet. Lara Goutte aussi, trop beau. Michel Guizine. Michel Guizine. Oui, je pense de nouveau Lara Goutte aussi.
Moi, je dirais premier Super G, Federica Brignone, deuxième Lara Gut. Vous confirmez? Moi, en étant en Italie, je pensais comme lui, une Italienne en tout cas, donc Brignone, et puis avec ce qu'elle fait aujourd'hui, Lara. On se retrouve avec un visage familier de l'après-ski, Mélanie Meillard. On voit qui sur la boîte la semaine prochaine aux États-Unis pour le géant? Je pense que la première place, on va pas trop se poser la question. C'est vrai que Marco, il est en dessus de tous les autres. Odermatt. Oh bah, on dit à tout hasard. Hein. On dit fais-nous rêver comme d'hab. Lui, il est convaincu parce que c'est un véritable soutien pour Odermatt. Il est du même village. Mais je pense qu'il a raison, ce sera Odermatt. Vous faites partie du fans club d'Odermatt, vous êtes? Oui, absolument. Moi, je pense, oui. De nouveau, automates, oui. J'espère. Ça reste entre nous, mais vous n'êtes pas la seule à avoir fait ce choix. C'est sûr, ouais. Je dis Loïc Meillard. Loïc Meillard une fois. Moi, je dis Odermatt. Odermatt une fois. Et Odermatt. Odermatt 2 fois. Et côté slalom, on voit qui devant? Allez, la roche, on y croit, c'est Poudou. Poudou. Moi, je dis Yule. Moi aussi. Marchand. Armand Marchand. Daniel Yule, ouais. Ouais, je pense. Ouais. 3 fois Daniel Yule. Alors, je vois bien les Norvégiens, moi je dirais Sten Olsen. Sten Olsen. Moi, je pense que Clément Noël, il veut prendre une revanche. Et puis au slalom, on voit qui devant? Yule. Daniel Yule, très bien. On voit qui est sur ce top 3? En slalom, je vois c'est Loïc, au moins sur le podium, j'espère devant. Marius, toi qui es le roi des pronostics, est-ce que tu es d'accord avec Mélanie Meillard qui voit Marco Odermatt gagner en géant et son frère Loïc sur le podium en slalom et si possible sur la plus haute marche? Absolument. Je pense que là, j'aurais donné exactement le même pronostic. Donc, Odermatt pour le géant et Loïc Meillard pour le slalom. Oui, tout à fait. Maximilien, sur le slalom? Sur le slalom, moi je dis victoire de Armand Marchand devant Sam Mas. Deux Belges, un doublé belge. Donc on l'aura entendu ici. On l'aura entendu ici en premier. Je pense que si je gagne ce pari, la cote doit être très intéressante. Ça financera ma saison de ski alpi. Mais non, Marco Odermatt en géant, même quand il fait une erreur, il arrive quand même à gagner. Il accentue son avance en général. Quand il fait une erreur. Ouais. Ça serait une 10e d'affilée. Et puis en slalom, moi j'adore. Moi je vivre derrière l'équipe, les skieurs alpins et skieuses alpins suisses. Donc je suis toujours content quand un Suisse gagne. Et chez les filles, elles seront à Val di Fassa pour 2 Super G. Qui pour battre Lara Gut-Berami, les Italiennes? Moi, je pense que ça va être une guerre, entre guillemets, entre Lara et les Italiennes. Moi, je trouve les Italiennes très, très fortes. Et heureusement qu'on n'avait pas Sofia Goggia à Crans-Montana, parce que là, je pense qu'on aurait eu un triplé italien, parce que c'est une piste qui lui convient à merveille. Donc, moi, je pense que c'est entre Lara, Brignone et Basso, c'est entre les trois. Donc, la suite de Crans-Montana, en fait, c'est ça. Crans-Montana, elle sort du lot aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup pour vos pronostics et on va écouter, Maximilien, la musique de Schlager que tu nous as choisi. On l'écoute tout de suite. Donc, tu as choisi Anton aus Tirol de DJ Udzi. Je crois que tu as été notre invité le plus assidu. Tu as écouté 30 minutes de Schlager avant de faire ton choix. Comment est-ce que tu as fini sur Anton aus Tirol? J'étais sur Spotify. Écoutez, j'ai tapé Schlager partie mix, un truc comme ça. Ouais. Et après 30 minutes, il y avait enfin une chanson que j'avais entendu un jour dans ma vie. Du coup, je dis, voilà, je vais pas plus loin, je m'arrête là et je donne celle-là. Marius, ton choix, ça aurait été Özlem Dritten. Bienvenue à la Coupe du Monde. Moi, je pense, oui, absolument. D'ailleurs, quand on a demandé à Mélanie, quand ils étaient venus, essaye de nous créer un hymne pour les Coupes du Monde. Moi, j'apprécie ce groupe et puis, effectivement, j'aurais choisi ça, c'est clair. Özlem Dritten, donc, pour les gens qui ne connaissent pas. Faut avouer qu'il reste bien en tête, là. Il reste bien en tête, bien dans la Coupe du Monde de Crans-Montana.
Donc merci beaucoup, merci à vous d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau, Maximilien Drillon et Marius Robir. Et le ski, ça continue évidemment ce samedi déjà du côté de la Foulie, pays de Daniel Yule pour la tournée en piste du Nouvelliste. Et la semaine prochaine, sur ce même plateau, même heure, même endroit. Allez, une bonne soirée. À bientôt. Ciao. Toute l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV, avec le soutien de Biblablo de Net+, FMV, Force Motrice Valaisanne, et les banques Raiffeisen du Valais Roman.